bande sahélo-sahélienne. Il en est ainsi de mon point de vue parce que les rébellions et les insurrections dans nos pays sont rarement examinées sous l'angle de l'incapacité du système capitaliste à répondre aux questions essentielles que les humains se posent. Je me suis tout souvent dit que Mohamed Bouazizi n'a pas seulement mis le feu aux poudres ici, avec les conséquences que nous connaissons en Égypte, en Libye, au Mali. Et il a envoyé à l'Afrique et au monde un message dont le sens véritable semble échapper encore aux politiques. Ce message, pour moi, c'est que sans travail et sans justice économique, tout être humain est socialement mort. Et ce sont des morts vivants qui passent par ici pour essayer d'aller en Europe. Et la question de l'emploi est une question fondamentale. Les médias tournent en boucle et ridiculisent aussi des peuples désemparés. Parce que moi je crois que quand on ne fait pas suffisamment la lumière, quand on ne questionne pas les causes structurelles des bouleversements qui sont en cours dans nos régions, il y a peu de chances qu'on s'en sorte. On nous regarde, en tout cas nous suivons et avec beaucoup d'intérêt. Alain vient de parler de l'Europe, de la construction européenne. Les élections européennes sont l'occasion de mettre à plat toutes les questions, il n'y a pas de sujet tabou. Or chez nous, sous nos cieux, on nous dit, vous êtes en crise, la crise est d'abord humanitaire et sécuritaire. Humanitaire et sécuritaire. D'ailleurs, vous êtes une menace pour la sécurité globale. Donc, à partir de ce moment, déploiement de troupes, il y a des milliers de soldats aujourd'hui qui sont en train d'être déployés et on n'a pas fini. Comme vous le savez, les Nations Unies produisent plus de casques bleus, 120 000 semble-t-il, là où il suffirait, il faudrait qu'on ait davantage d'agronomes, d'ingénieurs, d'enseignants. Il suffirait qu'on transforme tous ces gens aujourd'hui en acteurs sociaux pour qu'il y ait un développement véritablement solidaire. Alors quand vous me demandez de parler des défis et l'avenir du développement de l'Afrique, jetez un œil sur un rapport du Sénat français et l'Afrique, notre avenir. Quand j'ai entendu parler de ce rapport, je l'ai consulté et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que tout le scénario, tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, obéit à un agenda totalement étranger aux Africains. Je ne parle pas de l'élite, je parle de l'Afrique des peuples. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il suffit de se référer, encore une fois, au mur de plus en plus infranchissable qui se dresse devant les Africains. Je ne parle pas seulement des subsahariens, mais pour rejoindre l'Europe, pour nous aujourd'hui, c'est la proie et la gagne. Et quand l'ancienne puissance coloniale vous dit qu'une bonne partie des défis qu'elle a relevés seront relevés en Afrique, l'Afrique présentée comme pôle de croissance. Le discours sur l'Afrique émergente aujourd'hui est quelque chose de surréaliste. La preuve est que l'un des pays véritablement émergents, c'est-à-dire le Nigeria, au moment où ils ont décidé d'organiser le Davos africain à Abuja, c'est en ce moment-là que 223 jeunes filles ont été enlevées par Boko Haram. Alors plus on vous parle de l'avenir radieux, et c'est précisément dans les pays décrétés, parce que je dis bien décrété, il en est ainsi du Mali comme du Nigeria. Le Mali, avant de sombrer, comme c'est le cas aujourd'hui, était l'un des meilleurs élèves de la communauté internationale.
Et au moment où on nous dit que le Nigeria est la première économie de l'Afrique, et c'est précisément à ce moment-là que nous voyons la montée en force de toutes sortes de groupes armés qui défient l'État, parce que c'est la défiance à l'endroit de l'État et la question de l'État central qui est posée, qui est défiée par l'ensemble des épaules d'un développement totalement extraverti et dépendant. Je ne reviens pas là-dessus à la suite de Nami Abel Djelil a fait un excellent exposé de ce que c'est la manière des failles de ce modèle. Alors moi je me pose des questions. Je me dis que nous devons mettre à profit ce chamboulement et tout ce que nous assistons aujourd'hui à des situations totalement inédites et mettre à profit cette situation catastrophique, en tout cas du continent, pour défier le système des Nations Unies. Moi, je rends l'ONU en partie responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays. Parce qu'il suffit de dire communauté internationale pour paralyser, pour empêcher les gens de réfléchir. Le mythe de la communauté internationale. La communauté internationale a dit, donc on fait les résolutions, toutes les résolutions. Et nous savons comment les résolutions sont prises. Et nous savons comment les pays qui essaient de résister sont sanctionnés. Donc, je ne veux pas m'étaler davantage étant donné la richesse de tout ce qui a été dit. Tout cela s'applique à l'Afrique subsaharienne. Et les réalités, les similitudes sont là. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours là où il faut produire les connaissances, et les connaissances qui sont de nature à réfléchir et à avoir un impact sur les centres de décision. Donc, de mon point de vue, pour aller vite, et si vous me demandez quels sont les défis à relever face à une telle situation, moi je pense que la production et le partage des connaissances. Et les révolutions sont sans issue parce que l'immense majorité des gens qui descendent dans la rue ne sont pas suffisamment outillés. Ne sont pas suffisamment outillés pour poser le diagnostic que nous posons ici. Tout se passe comme si, entre initiés, nous posons et nous constatons, nous proposons. Mais je sais que dans mon pays, 80% de la population qui souffre, qui n'en peut plus, ne sait même pas à quelle sauce elle est mangée. Les gens n'ont pas les moyens de savoir ce que c'est que le système capitaliste, ses enjeux, ses rouages. Donc, et pour qui produisons-nous ces connaissances, jusqu'à quel point nous sommes capables aujourd'hui d'influencer ceux qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire que c'est cette capacité de changer, le changement d'atteindre la masse critique, de mobiliser la masse critique de telle sorte que nous puissions atteindre nos objectifs. Donc la première richesse pour moi dans les circonstances actuelles, ce n'est pas les richesses matérielles à produire. La connaissance de ce qui nous arrive, comment nous en sortir, c'est la première, c'est l'une des richesses à produire et à partager. Je ne vais pas m'attarder sur l'état des universités, l'état des instituts de recherche. On est totalement dépendant de l'extérieur. Ceux qui ont les moyens qui contrôlent les ressources financières, contrôlent la recherche, les médias et la diffusion, la pensée unique broie. Et ce défi de la connaissance et le défi culturel, pour moi, ce système est caractérisé par tout ce que vous avez dit, mais le manque d'ancrage social et culturel. C'est un système, je ne sais pas, hors sol. Je suis sidéré par le fait que vous avez davantage de chance que nous, parce que je vois ici, cette réunion se déroule en arabe. Dans mon pays, c'est le français. C'est-à-dire toutes les réunions sont en français. La télévision, c'est en français. C'est au moment des élections que les politiciens s'approchent des gens ordinaires pour leur parler dans les langues nationales. Donc, manque d'ancrage culturel. Mais comment pouvez-vous donner du pouvoir aux populations, en l'occurrence les femmes,
quand elles n'ont pas les moyens de saisir, de jouer leur rôle dans ce diagnostic et de puiser dans leur patrimoine matériel et immatériel les outils de leur combat. Nous n'avons pas les outils de notre combat. Nous sommes totalement dépendants de l'extérieur. Vous savez que la coopération bilatérale, multilatérale, internationale se réduit aujourd'hui. L'essentiel, c'est production de concepts, organisation de workshops, de séminaires, de colloques. Ça fait 50 ans que ça dure. Des sommes colossales sont englouties. De toute façon, c'est un fonds de commerce, un véritable fonds de commerce, la production de concepts et que les gens mettent un temps fou avant de comprendre. De toute façon, personne ne croit plus à rien du tout. Les gens vont au séminaire juste pour avoir les perdièmes, parce que sans perdièmes, ça fait partie. Comment survivre dans ce genre de contexte quand on ne peut pas dire oui, on est d'accord. Et là, un clin d'œil au dossier femmes. Malheureusement, quand j'ai vu cette mobilisation mondiale Bring Back Our Girls, bon, j'en suis malade, j'en suis meurtri de me posant la question de savoir où sont ces jeunes filles. Mais je suis en colère quand je vois que c'est Mme Obama, Mme Sarkozy et la compagne de François Hollande dont les époux sont à l'origine de la situation de la Libye, parce que la Libye, ce n'était pas le printemps arabe, la Libye, c'était on tue Kadhafi pour mieux accéder à la Turquie. Et François Hollande reconnaît dans un débat télévisé que l'essentiel, les armes qui circulent aujourd'hui en Afrique subsaharienne, Boko Haram, la force de frappe de Boko Haram, de AQMI, du MNLA, toutes ces bandes armées aujourd'hui ont puisé dans les arsenaux libyens. Et sans cette supériorité militaire, ils n'auraient pas pu enlever ces jeunes filles. Alors on se moque de tout. On va jusqu'à Cannes, au festival de Cannes. Les acteurs, tout le monde a sa pancarte, Bring Back Our Girls. Mais lorsque, dans la réalité, des femmes africaines qui ont eu la chance d'étudier, qui n'ont pas de problème de scolarité, essaient de prendre la parole pour nommer le système, elles sont sanctionnées. Moi, j'ai été privé de visa. Je suis aujourd'hui personnel, c'est-à-dire que je suis devenu une sorte de bête noire pour mes amis socialistes, tout simplement parce que je suis l'une des femmes africaines qui refuse de circonscrire ces mots aux questions domestiques. Ils sont contents quand on parle de la polygamie, des inégalités liées à nos cultures, mais il ne faut pas toucher au commerce mondial, à la question de la dette et toutes les questions graves de vie ou de mort qui sont posées ici ne sont pas mises à la portée des femmes pour qu'elles puissent se battre avec leurs armes. Donc pour moi, le défi aujourd'hui, c'est aussi l'innovation de la réflexion sur la question du genre, instrumentalisée par les bailleurs de fonds. Le défi de la créativité politique, moi j'ai l'intime conviction, en dépit de l'extrême gravité de la situation dans mon pays, que si nous donnons aux gens aujourd'hui les moyens de comprendre dans les langues nationales ce qui nous arrive, je vous assure que la démocratie peut revêtir à ce sens. Comment redonner de l'espoir aux gens, comment redonner du sens à la politique. Il faut tout simplement faire davantage confiance aux gens. Moi, j'ai confiance aux Maliens. Nous sommes dans une situation, on est un peu meurtri, mais je sais comment ça sort. Merci.